Bonjour à tous et bienvenue sur Atypique Lab, le laboratoire qui cherche, sème, récolte d'autres regards sur l'orientation et l'évolution professionnelle. Bonjour Laetitia. Bonjour Stéphanie. Alors, je suis vraiment ravie de vous accueillir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette aventure où nous allons échanger autour de la multipotentialité. C'est moi qui suis ravie. Merci pour l'invitation. Alors, quand même pour la petite histoire, c'est que, en fait, j'ai réalisé il y a pas très longtemps une formation sur les réseaux sociaux et en fait, vous étiez la formatrice. À un moment, vous avez évoqué que vous aviez un profil de slasheuse. Donc, ça a attiré mon attention et c'est avec ça que je suis arrivée face à vous. Mais finalement, nos échanges ont pris d'autres tournants, on va dire. Alors, pour les initiés, je vous propose de nous présenter déjà les missions dans lesquelles vous vous énergisez aujourd'hui. Alors, actuellement, effectivement, je suis formatrice, notamment en réseaux sociaux. C'est là qu'on a eu l'occasion de se rencontrer, mais aussi j'anime des ateliers sur différents soft skills, différentes compétences comportementales. Je fais aussi la formation de formateur. Donc, je prépare les futurs formateurs à exercer le métier que j'adore. Ça, c'est une partie de mes missions. Je suis également chroniqueuse en télévision. J'anime des chroniques dans une matinale qui s'appelle Ça va le faire sur TV Monaco, où je parle des sujets bien-être et développement personnel et professionnel. Et puis, j'ai une troisième activité de consultante en communication dans laquelle j'accompagne des petites, moyennes ou grandes entreprises dans la gestion de leur communication et de leurs réseaux sociaux particulièrement. OK. Alors, comment s'est installée cette multipotentialité en vous? Comment est-ce que c'est venu? Est-ce que c'est récent? Est-ce que ça date depuis longtemps? Voilà, comment c'est? Je crois que ça a toujours été, ça a toujours fait partie de ma personnalité. Je n'ai jamais eu une seule activité. D'abord, j'ai jamais été salariée, jamais. Et j'ai jamais eu, ou peut-être 6 mois quand je suis sortie de la fac, et j'ai jamais eu une seule activité en même temps. Je sais pas faire ça. J'ai besoin d'être sur plusieurs sujets, sur plusieurs activités en même temps, et parfois des activités qui ont aucune connexion les unes avec les autres. Mais c'est comme ça que je fonctionne. J'arrive pas à faire une seule chose à la fois. OK. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus comment est ce quotidien? Parce que passer d'une activité à l'autre, comment ça se passe pour vous? Alors, c'est beaucoup d'organisation et d'anticipation. OK. Parce que d'abord, mon premier métier, c'est d'être maman. Je suis maman d'un petit garçon qui va avoir 11 ans. Donc, ça, déjà, c'est une gestion du temps en soi, évidemment, parce que bah, mes journées, forcément, elles sont assez condensées, puisqu'elles commencent à 8 heures quand je le dépose à l'école, mais elles doivent nécessairement se terminer ou au moins s'interrompre à 16h30 pour être à la sortie de l'école. Donc, quoi qu'il arrive, mes journées sont assez condensées. Donc, c'est beaucoup d'anticipation, beaucoup de gestion du temps, beaucoup d'organisation, beaucoup de blocs de compétences dans la journée. Je passe 2 heures là-dessus, 4 heures là-dessus, etc. Mais moi, c'est ce qui me convient, cette gymnastique-là. Et paradoxalement, en plus de l'organisation, il y a beaucoup d'adaptabilité parce que si les choses peuvent pas se faire, il faut être capable de rebondir pour les faire à un autre moment. Mais encore une fois, j'ai pas de mérite à ça parce que c'est vraiment le mode de fonctionnement qui, moi, me convient. Je saurais pas travailler tous les jours de 9 heures à 17 heures en faisant des tâches répétitives, sans jugement, hein, mais je saurais pas faire ça. Et alors, est-ce que vous avez des astuces pour passer, d'une étape à l'autre, d'une activité à l'autre? Si vous faites des tranches, par exemple, de 2 heures, comment est-ce que vous passez de l'un à l'autre, le switch? C'est pas toujours évident. Il y a des moments où la fatigue n'aidant pas, j'ai du mal, effectivement, c'est un peu brumeux pendant le premier quart d'heure où je passe d'une activité à l'autre. Le sport, la méditation m'aide beaucoup, la musique m'aide beaucoup. Et après, c'est une gymnastique. Finalement, quand on est très habitué à travailler comme ça, on ne sait plus travailler autrement. C'est-à-dire que parfois, quand je sais que je vais avoir la même tâche, ne serait-ce que pendant une semaine, ça m'angoisse plus que les semaines qui partent dans tous les sens. OK, et alors quand vous évoquez le sport, la méditation, c'est devenu des rituels pour vous? Oui, 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 j'ai besoin de marcher tous les jours, OK. vraiment. Et j'ai mis en place, ça c'est un peu plus récent, mais c'est devenu une addiction, 2 séances de méditation par jour, une le matin, une le soir, D'accord. voilà, qui me permettent d'encadrer un peu ces moments où je pars dans tous les sens. Bah, Oui. entre les deux, hop, je me ressens à travers la méditation. OK, et alors tiens, cette notion de centrage justement, quelle place elle a pour un profil avec une multipotentialité comme ça? Bah, le centre, c'est le plaisir. Le centre, c'est la passion. C'est-à-dire que je peux pas faire des choses qui m'intéressent pas. Je peux pas faire des choses que j'aime pas. Alors attention, évidemment, dans la multitude de mes activités, il y en a forcément qui sont plus pénibles que d'autres.
pas une grande fan de l'administratif, etc., mais il faut le faire. Mais au centre de tout ça, il y a quand même le fait que j'adore ce que je fais. J'adore former des gens. Même si parfois, quand dans la semaine, j'ai 3 formations en distanciel qui sont longues, qui sont très énergivores, etc., et que bah, c'est fatigant, malgré tout, le matin, quand j'arrive et que je me connecte et que je sais que je vais rencontrer un nouveau groupe, il y a vraiment une forme de passion qui s'éteint pas. Donc, le centre de tout ça, c'est la passion. D'accord, ok. Donc c'est toujours important en fait d'être connecté à sa passion finalement. Exactement. C'est vraiment ce qui me centre et qui me permet, même dans les moments de doute ou dans les moments où c'est compliqué, où on a des mauvaises nouvelles professionnellement, etc. Bon, ben, ok, mais c'est ma passion. Donc, on continue. Ok. Et alors, est-ce que vous avez eu le besoin à un moment de vous identifier à cette, je sais pas si c'est étiquette le mot, mais à cette multipotentialité en fait? Pas vraiment. Parce que pour moi, c'est tellement naturel que j'ai pas eu besoin de mettre une étiquette dessus. C'est venu par mes échanges. Et Mm. notamment quand je forme des gens aux réseaux sociaux et qu'ils arrivent, parce qu'on est quand même un certain nombre à faire plusieurs métiers aujourd'hui, et qu'ils arrivent un petit peu gênés en me disant, mais tu sais, je sais pas quoi mettre comme présentation sur mes réseaux sociaux parce que j'ai plusieurs métiers. Ils sont presque honteux de le dire parce que pendant longtemps, c'est vrai, quand on arrivait avec plusieurs métiers, on vous disait, bon, bah, si tu fais plein de choses, c'est que tu les fais forcément mal ou c'est que tu es instable professionnellement, voire même des fois psychologiquement, hein, c'était mal vu. Aujourd'hui, heureusement, on a évolué et c'est plutôt bien vu d'avoir cette capacité à faire plein de choses et à les faire bien. Donc, c'est plutôt venu de mes échanges avec d'autres entrepreneurs qui me disaient, tu sais, moi aussi, j'ai cette particularité et je leur disais, mais c'est OK en fait. Quel est le problème? On a le droit d'être boulanger et astronaute si on a envie. Ça prend du temps, hein. Ça veut dire qu'on va pas beaucoup dormir, mais bon, si c'est notre choix, je vois pas qui ça peut déranger. Et alors, comment vous vous présentez face à quelqu'un que vous rencontrez pour la première fois? Ah, c'est une bonne question. Quand je parle de mon métier, je leur dis tout de suite, je le dis tout de suite en fait. Voilà, j'ai 3 activités professionnelles, les voici. Et en général, ça fait sourire, mais je leur explique que je suis une petite dormeuse et que il y a beaucoup de choses qui m'intéressent dans la vie et que j'ai décidé de ne pas choisir en fait. J'ai choisi de ne pas choisir. Ok. Et votre entourage vous suit depuis toujours? Alors, mon entourage premier, c'est mon fils qui a toujours connu que ça. Donc, pour lui, c'est absolument normal. Mes parents m'ont toujours soutenue parce que eux-mêmes ont eu plusieurs vies professionnelles. Donc, mon père, il est passé d'une activité de chirurgien dentiste à la création d'un réseau d'agences immobilières D'accord. avec le même succès dans les 2 activités. Donc, j'avais de qui tenir, finalement. Mm. Pour nous, c'est assez normal. Et mes parents ont vraiment toujours rebondi, quelles que soient les difficultés qu'on a tous rencontrées dans la vie. Ils ont toujours rebondi en allant à chaque fois un petit peu plus loin. Donc, j'avais vraiment 2 très bons exemples dont m'inspirer. D'accord, ok. Nous avons évoqué aussi lors de la préparation le terme de slasher. Alors, comment c'est pour vous ce terme? C'est sans doute un mot à la mode. Moi, c'est vrai que je l'utilise pas au quotidien. Sur LinkedIn, par exemple, évidemment, on utilise cette fameuse barre du slash. Donc, Mm. c'est là que peut-être de temps en temps, j'y fais référence. Mais pour moi, c'est plus le terme de multipotentialité qui me parle, c'est-à-dire que je suis convaincue qu'on a tous plusieurs talents. Certains vont choisir de les exercer, d'autres vont choisir d'en privilégier un, et tout est OK. Mais je trouve ça dommage de se sentir obligé de rentrer dans une case. Il y a encore 30 ans de ça, on vous disait que pour avoir une belle carrière, il fallait faire un seul métier et, si possible, dans la même entreprise et gravir entre guillemets les échelons. Pour moi, l'épanouissement, il passe par plusieurs expériences et par le fait de chuter, se relever, repartir sur autre chose et surtout par le fait d'apprendre. Chaque fois qu'on s'intéresse à une nouvelle activité, on a l'occasion d'apprendre. Donc pour moi, c'est plus le terme de multipotentialité qui me parle plutôt que celui de slasher. D'accord, ok. Et alors, l'apprentissage, justement, vous apprenez toujours, vous apprenez au quotidien, vous vous lancez dans des nouvelles formations. Comment c'est pour vous cette notion? Ouais, c'est un peu une addiction, ça, pour le coup. C'est-à-dire que je marche environ 1 heure et demie par jour, j'écoute des podcasts 1 heure et demie par jour, et beaucoup plus d'ailleurs. D'accord, J'ai besoin d'écouter, d'entendre des choses qui vont me faire réfléchir. En fait, j'ai un cerveau qui a besoin d'être stimulé en permanence. D'où le fait de le calmer avec la méditation. Mais oui, en plus, avec les outils qu'on a aujourd'hui, encore une fois, je vais chercher mon fils à l'école. Sur le chemin, je vais écouter 2 podcasts pour me nourrir des expériences des autres. Et régulièrement, ça aussi, c'est une chance qu'on a en France, c'est quand même, il y a des aides
à l'apprentissage, à la formation, etc., régulièrement, je vais suivre de nouvelles formations qui sont pas forcément destinées à être exercées ensuite en tant que métier, mais juste parce que ça me passionne. En exemple concret, récemment, je me suis formée au premier secours en santé mentale, même si forcément il y a un lien, il y a des outils que je peux utiliser dans mes formations. Mon but, c'est pas forcément d'exercer. Oui. Je souhaite pas avoir à porter secours à des gens qui seraient en difficulté mentale. Mais le fait d'apprendre, pour moi, c'est hyper important. C'est une nécessité. Et parfois, c'est pas trop. Ça arrive, bien sûr. Oui, oui, il y a de temps en temps un épuisement parce que voilà, je suis toujours sur 1000 projets en même temps. Donc, de temps en temps, je me vois un petit peu contrainte de faire pause. Mais quand je fais pause, au bout de 4-5 jours, c'est compliqué, hein. Comment vous sentez que c'est trop et comment vous faites la pause pour pouvoir vous régénérer? Alors, je sens que c'est trop quand j'arrive plus à organiser les activités de manière optimale. Là, je me dis, OK, là, t'es vraiment fatigué. Ton cerveau, il est en train de te dire, stop, Ouais. j'y arrive plus. Ouais. Et comment, encore une fois, le sport, la musique, beaucoup. Passer une journée entière, à m'enfermer pour écouter de la musique. Et ça m'apaise. Mais après, j'ai un petit garçon. Donc, j'ai la chance que lui, de temps en temps, il me dise, coupe tout, on va à la plage, coupe tout, on va au parc. Oui. Et ça me ressource. Oui. Ça borde un petit peu aussi, quoi, finalement. Oui, c'est ça, Ouais. exactement. Je pense que si j'avais pas ce rôle de maman, Ouais. mais je serais partie vraiment dans un épuisement professionnel permanent. Ouais. Que je vais pas m'arrêter, hein. Si j'ai pas de raison de m'arrêter, je m'arrête pas. Ouais. OK. D'accord. Alors justement, la connaissance de soi, est-ce qu'elle est importante là pour le coup? Oui, oui, et elle est importante toute la vie. Je commence à peine à 45 ans, à presque 45 ans, à comprendre qui je suis et à me dire c'est ok. Je suis pas trop ceci, trop cela. Je suis juste comme je suis, quoi. Et je commence à peine à toucher ça du doigt, donc j'ai encore tellement de choses à apprendre sur moi. Ça veut dire que vous auriez passé une période où vous étiez peut-être dans le, je sais pas, la culpabilité ou le fait de cacher ces parties de vous? Enfin, je Le sais. décalage, le décalage avec les autres, il est compliqué quand on a 25, 30, 35 ans. Ouais. Comme on est un peu atypique Mm. et qu'à l'époque, on en parlait peut-être moins, ça fait quoi, peut-être 5-10 ans qu'on en parle finalement. Mm. Mm. Mais à l'époque, donc, on comprend pas. On se dit, OK, je vois bien que je dénote. Je vois bien que, voire même, je peux déranger Mm. parce que vouloir toucher à tout, ça peut paraître arrogant. Quand on travaille en équipe, ça peut être épuisant aussi pour les gens autour parce qu'ils ont l'impression qu'on veut leur prendre une part de ce qu'ils détiennent dans l'entreprise, alors que pas du tout. Moi, c'est juste parce que ça m'intéresse. Donc, on sent un décalage avec les autres et parfois, quand on se connaît pas soi-même, oui, on peut douter, on peut se dire c'est moi qui ne suis pas comme il faudrait être, alors qu'en fait, évidemment, il n'y a pas de profil idéal, il n'y a pas de profil comme il faut. Il faut juste que chacun puisse s'exprimer dans ce qu'il est, quoi. Et c'est ce qui fait aussi que vous auriez choisi la voie de l'entrepreneuriat? Alors ça, c'est pareil. Pour moi, j'ai pas eu le choix. Oui. Quelle entreprise me permettrait d'exploiter complètement mes potentiels et de lui dire, attends, tu sais quoi, je vais changer de poste, là, je vais aller à tel endroit, que je suis inspirée là-dessus, et tu vas tout réorganiser. C'est pas possible. Quand on veut vraiment faire plein de choses, alors impossible, je dis pas, non, peut-être que ça existe, mais je l'ai pas rencontré dans mon parcours d'entreprise ou d'associés ou de collaboration possible dans laquelle je pourrais exploiter toutes ces facettes. Je dis pas que ça n'arrivera pas, ce serait génial, mais pour l'instant, c'est pas arrivé. Du coup, effectivement, le fait d'être indépendante, ça s'est imposé. Et c'est pas toujours simple, hein, d'être indépendant, parce que on a pas de sécurité. On n'a pas le temps d'être malade, on n'a pas le temps d'être fatigué, on n'a pas de congé payé, on n'a pas de tout ça. Donc c'est pas non plus un confort absolu. C'est juste que c'est la seule chose qui cadre, la seule possibilité par rapport à qui je suis et aussi à mes choix de vie. Encore une fois, je suis maman, célibataire, donc j'élève mon petit garçon toute seule, enfin mon petit garçon, mon grand garçon, qui va rentrer au collège, mais toute seule. Et j'ai choisi de pas de babysitter, pas de centre aéré. Parce que pour moi, le temps que j'ai avec lui, il est tellement précieux que je veux pas le gâcher. Donc, si je veux pouvoir faire tout ça, il y a que l'entrepreneuriat qui, pour l'instant, s'est révélé possible. Et alors, c'est très intéressant la notion de sécurité là que vous évoquez, parce qu'il y a le côté sécurité matérielle, on va dire, et puis il y a une autre forme de sécurité aussi sur laquelle on a pu échanger aussi. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Sur la sécurité matérielle, effectivement, alors
Là encore ce matin, par exemple, j'ai un client qui m'appelle, qui me dit, écoute, finalement, on va plus avoir besoin de tes services, etc. Donc, il faut rebondir. Et il y a encore quelques années de ça, c'est le genre de choses qui sont tout à fait normales dans l'entrepreneuriat qui m'angoissaient. Parce que je me disais, ah bah, donc ça veut dire que j'ai un revenu en moins et donc il va falloir. Et aujourd'hui, avec un peu de recul, au contraire, m'incite ça me sécurise. Je m'explique. Le fait d'avoir plusieurs cordes à mon arc me sécurise dans le sens où s'il y a une activité qui disparaît, les autres prennent le relais. J'ai plusieurs cordes à mon arc. Je prends un exemple très concret. Pendant le Covid-19, il y a des gens qui se sont retrouvés sans activité, avec zéro revenu, parce qu'ils ne pouvaient plus exercer leur activité. Moi, comme j'avais 3 métiers, bon, bah, il y en a peut-être un qui s'est arrêté, mais les 2 autres ont continué. Donc, je suis jamais sans rien. Oui. Si demain on n'a plus besoin de moi pour de la formation, ben on aura encore besoin de moi sur des chroniques ou Oui. sur du consulting et vice-versa. OK. Donc finalement, quand j'ai une mauvaise nouvelle, ben, je peux aller piocher dans mes autres activités pour dire, OK, tout va bien. Tout va bien. C'est juste une porte qui se ferme, 3 fenêtres qui s'ouvrent, l'énergie circule, quoi. Donc tout ça, c'est aussi, on parlait tout à l'heure de connaissance de soi, mais c'est quand même tout un apprentissage et une philosophie de vie peut-être à découvrir, à développer, à... Ah, mais oui, il y a, alors, bon, là, je vais évoquer quelque chose qui est un peu plus personnel. Dans les 2, 3 dernières années, pour plein de raisons, accidents de la vie, etc., j'ai eu un parcours qu'on peut qualifier de peut-être une sorte d'éveil à la réflexion, à la spiritualité aussi, à d'autres cultures, etc. Et effectivement, cette sérénité que j'ai aujourd'hui, je l'ai tirée de là. Je suis allée chercher des clés pour mieux gérer ma personnalité, mieux gérer le stress personnel, professionnel, etc. Et du coup, aujourd'hui, je me sers de ces clés, de ces outils que j'ai appris au fur et à mesure et qui me sont hyper utiles aussi professionnellement, bien sûr. Donc, il y a aussi une notion presque de foi, d'optimisme élevé au rang j'allais dire presque de religion, quoi. Ouais, OK. Et ça, c'est quelque chose que vous entretenez au quotidien? Oui, là maintenant, je le faisais pas il y a quelques années et c'est devenu une partie de mon hygiène de vie, D'accord. une partie importante même de mon hygiène de vie. Et alors, est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner sur comment vous l'alimentez dans une journée, par exemple? Alors, je me lève très tôt, je me lève entre 5h30 et 6h le matin et je commence par une méditation guidée et si je peux, un peu de lecture. Ensuite, bon, je m'occupe de mon fils, je marche au moins 45 minutes le matin. Bon, c'est facile, hein, j'ai l'aller-retour pour l'accompagner à l'école, donc ça, c'est pratique. Ouais, Et j'essaye de faire la même chose quand je clôture ma journée le soir. d'accord. Pareil, marche, méditation. Et tout le reste du temps, la musique et les podcasts qui m'apaisent, qui me nourrissent, qui me permettent d'évacuer les éventuels petits soucis de la journée. Et je travaille beaucoup sur la gratitude. À la fin de la journée, je consacre toujours du temps à me rappeler de ce qui a été bon dans la journée, pour une raison très simple et qui nous correspond à tous. Notre cerveau, le cerveau humain, il est conditionné, il est génial, c'est une machine merveilleuse, mais qui a un gros défaut de conception, c'est qu'il ne retient que le négatif. C'est-à-dire, vous pouvez passer une super journée, si à la fin de la journée, il y a un embouteillage monstre et que vous perdez 1 heure, vous allez focaliser sur l'embouteillage. Vous direz, ah, mais quelle journée de bip, juste parce qu'il y a eu cet embouteillage, alors qu'avant ça, vous aviez passé une journée géniale. C'est Ouais. comme ça, on est conditionné comme ça. Donc, si on se bat pas un petit peu contre ce mental-là, on a vite fait de ruminer systématiquement en fin de journée du stress et du mauvais. Donc, j'essaye autant que possible, tous les jours, à la fin de la journée, de me rappeler les 2 ou 3 petits miracles que j'ai pu observer dans la journée pour m'endormir que avec ça. D'accord, OK. Et vous travaillez essentiellement en distanciel? Pas seulement, alors bon, déjà sur la partie formation, j'allais dire malheureusement oui. Je suis pas OK. une fan du distanciel, mais ça s'est beaucoup démocratisé, donc bah, il a fallu suivre et ça me permet quand même d'avoir des formations que j'aurais pas si ça n'existait pas. On se serait Ouais. pas rencontrés Oui. probablement Mhm. Ouais, si c'est les ça. Français n'étaient pas là, parce que des formations en réseaux sociaux avec des entrepreneurs de partout, bon bah Oui. il y a que le distanciel qui peut nous offrir ça. C'est vrai que ça permet pas autant la circulation d'énergie, ça permet pas autant de connexion, mais ça a cet intérêt-là. Moi, j'aime beaucoup aussi les formations en présentiel, OK. donc j'en fais aussi souvent que possible. Je suis à Nice, dès qu'il y a une mission sur Nice, je refuse jamais.
Après, j'ai quand même une partie de mon activité de consulting où là, effectivement, bon, bah, je suis, entre guillemets, seule. Quand je produis des contenus, pour des clients, là, je travaille seule. Et puis, j'ai mon activité en télé qui me permet une fois par semaine d'être avec toute une équipe génialissime que je salue, CTV Monaco, où on est, je sais pas, on est peut-être une trentaine, où là, je travaille vraiment, au sein d'une équipe. Ok, est-ce que vous voyez un fil rouge entre toutes vos activités, justement? L'humain, les rencontres, l'humain, la communication. D'accord. Ça, je crois que je suis faite pour ça. Ouais, ok. On avait évoqué aussi l'hypersensibilité. Alors ça, c'est une découverte que j'ai faite il y a 4 5 ans, je crois. J'ai lu, par hasard, si on veut bien croire au hasard, le livre de Maurice Barthélémy, qui Ok. s'appelle Fort comme un hypersensible. Je l'ai lu d'une traite et tout de suite après, je lui ai envoyé un message sur Instagram. Il a eu la gentillesse d'ailleurs de me répondre en lui disant, mais merci, quoi, merci. Vous venez de m'éclairer parce que on me disait dans mon entourage, soit personnel, soit professionnel, systématiquement, mais tu es trop ceci, trop cela, trop ça, trop machin, qualité ou défaut d'ailleurs, hein, positif ou négatif, mais il y avait toujours un trop. Tu es trop, t'as trop de principes ou tu es trop si. Bon, bref, il y avait toujours un trop avant chaque adjectif quand on parlait de moi. Et quand j'ai lu son livre, je me suis rendu compte que trop n'existe pas. Je suis hyper, ok, sur certains points, mais il n'y a pas de trop. Parce que trop par rapport à qui, par rapport à quoi, c'est quoi l'échelle de valeur? C'est juste un profil particulier. Et quand j'ai compris ça, ça m'a quand même ouvert des choses, notamment dans ma confiance en moi et dans le fait de m'accepter et de pas chercher à me comparer ou à rentrer dans un moule. Donc, merci encore Maurice Barthélémy pour ce livre. Et ça m'a permis après de comprendre plein de choses aussi sur mon fils qui partage cette particularité et du coup d'être beaucoup mieux dans mes baskets. Et vous diriez aussi que vous êtes HPI ou pas? Alors, j'ai pas été testée. Pas été testée parce qu'à l'époque ça se faisait pas. Je suis née en 1979. À l'époque on n'en parlait pas trop. J'ai un parcours scolaire assez traditionnel, si ce n'est que je suis rentrée au CP en avance. Je suis rentrée au CP à 5 ans. Donc, j'ai passé mon bac à 16 ans, avec un an d'avance. Et je vais être tout à fait honnête, je faisais pas grand-chose à l'école pour avoir des bonnes notes. Honnêtement, hein, j'étais un peu Oui. feignante. J'avais pas besoin de beaucoup travailler. Donc, je sais pas si ça correspond au HPI. Ce que je sais, c'est que j'ai une pensée en arborescence. Ça, c'est peut-être un des signes à la fois de l'hyper et à la fois de l'HPI. J'ai une pensée en arborescence, c'est-à-dire que j'ai tout le temps 14 idées en même temps. J'ai tout le temps plein de projets en cours et je ne sais pas penser à une seule chose à la fois. Donc, ça tendrait effectivement à être un trait de HPI. Pareil sur le questionnement du HPE, auquel je me suis bien sûr aussi intéressée. J'ai une forme d'empathie, de surempathie, d'intuition assez développée, mais j'ai pas cherché forcément à mettre un nom dessus. Parce que je le vis bien. Parce que, en fait, ça me pose aucun problème, ni relationnel, ni professionnel, ni. Donc, je vois pas l'intérêt de me mettre une étiquette qui pourrait me mettre à l'écart des autres, alors que c'est pas du tout ce que je voudrais, ou qui pourrait paraître soit arrogant, soit, voilà. Ça, c'est des choses que j'ai pu entendre et que je regrette parce que sincèrement, c'est pas du tout ma nature. Donc, j'essaye maintenant de vivre avec ce que je suis, avec ce que j'ai compris de moi, sans le mettre en avant, dans mes relations avec les autres. Donc, vous n'êtes pas allé faire de test, par exemple. C'est bien, Ouais. je ressens pas ce besoin. Ok, ça marche. Cette hypersensibilité, cette histoire d'antenne, parce que souvent on l'entend quand même, comment est-ce que ça aussi, vous arrivez à le canaliser au quotidien? C'est un apprentissage quotidien, franchement. Parce que des fois, j'ai trop d'infos Ouais. et j'apprends à canaliser aussi par la méditation. Je me répète, mais ça m'aide tellement. C'est 1 heure et demie où je marche, où je réfléchis, où ça m'aide vraiment à canaliser. Quand j'avais pas ça, le confinement, franchement, pour moi, c'était atroce, atroce. Il n'y avait pas de possibilité de faire sortir la fumée, c'est compliqué. Donc, c'est beaucoup par ça que j'arrive à canaliser, par des moments où je me coupe, par la solitude aussi. Paradoxalement, je suis hyper sociable, vraiment. J'ai la chance d'être très bien entourée, d'avoir plein d'amis depuis très longtemps. J'ai les mêmes amis depuis 30 ans. Enfin, vraiment, j'ai cette chance-là. Mais ils savent que de temps en temps, je peux passer une semaine entière sans parler à personne. D'accord. Que j'ai besoin de me recentrer à ce moment-là, de comprendre des choses, d'écrire, de poser, parce que trop d'infos. Et il y a un besoin aussi d'aller à l'extérieur?
Oui, ah oui, 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 oui. Le sport en salle, Oui. non, Mm, pardon. En mm, plus, je suis à Nice, mm, hein, autant vous dire que mm. il pleut 3 jours par an. Bon, Oui. voilà, c'est à 500 mètres de la promenade des Anglais. Oui, oui, c'est dehors. Tout se passe dehors, bien sûr. Ouais, ouais, ok. Et est-ce que vous avez un outil pour quand justement vous avez 15 000 idées qui viennent en même temps, comment est-ce que concrètement après vous les faites descendre dans la matière? Est-ce qu'il y a des outils? Comment est-ce que vous canalisez ça aussi? Alors, c'est pas pratique parce que ça va faire sourire une de mes amies qui suit justement le fil de mes idées. En général, c'est quand je suis dans la douche que j'ai 5000 idées. Ok, Mais c'est une catastrophe. C'est-à-dire que je peux me faire une conversation toute seule dans la douche en me disant, ah, mais c'est ça, et il faut le faire comme ça. Et je vois le truc qui se dessine alors que je suis dans la douche. Donc, c'est pas hyper pratique ni pour s'enregistrer, ni pour noter, etc. Et à un moment donné, ça venait tellement souvent que je me suis posé la question. Je me disais, pourquoi c'est toujours dans la douche? Alors, est-ce qu'il y a un rapport à l'eau qui permet aux idées de s'écouler? Bon, pourquoi pas? En fait, je pense juste que quand je suis dans la douche, c'est le seul moment où je suis pas occupée. Que tout le reste du temps, je bouge. Donc, c'est peut-être juste ça, en fait. Mon cerveau, c'est le moment où il peut s'exprimer. Et du coup, j'en étais venue à mettre un carnet dans ma salle de bain d'accord. en me disant, je peux Ouais, marquer. ouais, Il est plein de gouttes d'eau, mais peu importe. Donc, j'essaye d'avoir toujours quelque chose à portée de main pour écrire ok, et pouvoir noter les idées qui me viennent ou ces choses-là qui sortent de mon cerveau et qui doivent absolument sortir. ok. Et est-ce que vous avez un conseil à donner à des personnes qui sont justement peut-être en recherche, enfin, qui peuvent se retrouver dans la notion d'atypisme ou dans le fait de ne pas se retrouver comme dans la norme? Est-ce que vous auriez quelque chose à leur dire? Oui, écoutez votre intuition, toujours. Pourquoi? Parce que quand on se trompe en ayant écouté son intuition, on apprend. Quand on se trompe en étant allé à contre-courant de notre intuition, on regrette. Mm, mm. Mes parents, ils ont une phrase que j'adore, ils m'ont toujours répété, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire, si tu doutes, si ce truc-là, tu le sens pas, n'y va pas. Tu as raison. Ton instinct a toujours raison, quoi qu'il arrive. Donc, suivez votre intuition et trompez-vous par intuition. Ouais, ok. Elle vous trompe pas, l'intuition, en fait. Elle vous trompe pas. Si elle vous fait vous tromper, entre guillemets, hein, si elle vous fait faire un truc que vous considérez comme négatif, c'est parce que vous deviez apprendre cette leçon-là à ce moment-là. Et comment vous Il n'y avez a rien de pire que de ne pas s'écouter. ouais, comment vous l'avez développé justement cette intuition? Alors, franchement, je crois que je suis née avec. Ça, j'ai aucun mérite. C'est un cadeau. Je l'ai toujours eu, cette intuition. Toujours, toujours, toujours. Aujourd'hui, par contre, j'ai appris à lui laisser du temps. C'est-à-dire que ces temps de méditation, ces moments de marche, etc., c'est des espaces dans lesquels elle peut s'exprimer. Je lui en donne plus qu'avant. Mais elle a toujours été là. Et je le crois sincèrement, on est des animaux, hein. Faut pas l'oublier, en fait. Même biologiquement, on a un instinct, comme les animaux. On n'est pas surpris de voir que les animaux s'en vont juste avant un tremblement de terre, mais nous-mêmes, humains, on s'étonne d'avoir une intuition. À quel moment? Pour moi, c'est plus logique que tout le reste. Ok. Merci, Laetitia. Est-ce qu'il y a quelque chose que Avec vous auriez plaisir. envie d'ajouter sur cette multipotentialité? C'est un cadeau. Si vous avez reçu ce cadeau, profitez-en. Si vous avez reçu un autre cadeau, profitez-en aussi. Soyez juste bien dans ce que vous êtes. Peu importe que vous soyez multipotentiel ou pas, que vous soyez, le tout, c'est d'être passionné, en fait. Voilà. Vivez vos passions, mais c'est tellement classique dit comme ça. Et en même temps, moi, c'est tellement ce que je ressens que je vois pas d'autre message. Merci, Laetitia. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, sur LinkedIn, Ouais, et sur Instagram, même ok. si je suis pas très assidue, mais je partage en tout cas ce que je fais professionnellement, ça c'est certain. Donc sur LinkedIn et sur Instagram, Laetitia Choucroune, j'ai pas de pseudo. D'accord, ok. Merci beaucoup, Laetitia. Merci Stéphanie. À bientôt.